Alors, bonjour à tous. Dans cet article, en fait, on va parler d'expérience client et de croissance. Tout simplement parce que on voit bien, en fait, que dans un contexte économique qui est beaucoup plus difficile, et en plus, dans le fait qu'avec les médias sociaux, il devient de plus en plus facile d'accéder aux clients de ses concurrents, que ce soit via les pages fans, les comptes Twitter, etc., etc., ou LinkedIn. En fait, on voit bien que les clients sont beaucoup plus accessibles. Auparavant, pour avoir le fichier client d'un de ses concurrents ou quelques-uns de ses clients, il fallait galérer un peu, c'était pas facile, on avait 4-5 clients. Maintenant, si vous allez sur une page Twitter, une page LinkedIn, sur une page Facebook, vous voyez déjà un certain nombre de personnes qui suivent la marque et qui sont généralement soit des clients, soit des prospects. Donc en fait, il est vraiment important de se dire, ok, comment on va faire pour fidéliser ses clients. Et en plus, c'est quelque chose qui peut rapporter de l'argent parce que certaines études montrent que 5% de réduction du taux de churn peut augmenter son revenu de 25 à 125%. Le taux de churn, c'est tout simplement le taux d'attrition, c'est-à-dire que les clients qui quittent en fait la marque. Donc il est vraiment essentiel de faire un focus sur la satisfaction des clients pour éviter qu'ils ne partent sans rien dire. Parce qu'en fait souvent c'est ce qui se passe, les clients ne disent rien et ils se contentent de plus commander chez vous parce qu'ils sont insatisfaits, parce qu'ils n'ont pas été recontactés ou parce que en fait tout simplement euh, ils se disent ok le service est correct mais pourquoi je restais chez eux si on me fait une meilleure offre. Et ça on le voit souvent, et on l'a vu avec les taxis, les taxis, tout le monde était entre guillemets obligé de prendre un taxi, puis quelqu'un arrive avec Uber, pam, et tout de suite il apporte en fait des tarifs qui sont moins chers, une disponibilité, une app mobile et des chauffeurs qui sont un peu plus polis, un peu plus sympas, un service qui est un peu plus qualitatif et qui est surtout un petit peu identique partout. Donc là vraiment ça met un petit peu la donne et ça a changé les choses. Pareil sur le domaine des locations, tout le monde allait dans des hôtels, Ibis, etc. C'était bon, c'était correct, il n'y avait rien de particulier. Et puis quelqu'un en fait arrive sur le marché et propose une expérience différente, disant c'est moins cher, enfin c'est pas tout le temps moins cher d'ailleurs, mais on va vous proposer des nouveaux appartements, un peu plus de charme, un peu plus de standing, un peu plus de découverte. Donc en fait, il faut dire que les clients ne sont plus captifs maintenant, on peut tout simplement les récupérer. Et ce qu'il faut pour les garder, c'est qu'ils aient en fait une satisfaction, une raison de rester chez vous. Il y a un article du Huffington Post qui explique que 67% des départs des clients auraient pu être traités dès la première interaction. Il est important de se dire que tout simplement la fidélisation va permettre tout simplement de garder ses clients. Et on voit que l'aspect satisfaction des clients a un impact important sur la valorisation boursière. Là, c'est une étude en fait qui date de 2007 qui a montré que les entreprises qui avaient un pourcentage de clients satisfaits avaient une meilleure performance boursière que tout simplement celles qui avaient une mauvaise satisfaction. Alors bien entendu, performance boursière, c'est aussi chiffre d'affaires, l'un et l'autre est lié. Donc plus en fait on a une satisfaction client importante, plus tout simplement on va réussir à faire du chiffre d'affaires et à augmenter la rentabilité. Alors la première étape en fait c'est de mettre en place un pilotage à chaud et à froid. Alors un pilotage à chaud c'est tout simplement en fait l'étude de la satisfaction client suite à une interaction. Par exemple je vais en boutique, je vais chercher un produit, je vais acheter un produit, et derrière on me demande comment ça s'est passé, est-ce que vous êtes content, est-ce que ça va bien. J'ai un appel au niveau de la hotline, et tout simplement on me demande comment ça se passe. Ça c'est vraiment important parce que parfois en fait on est frustré. Moi ça m'est déjà arrivé d'appeler un service technique, de dire putain ils sont vraiment nuls, j'en ai marre, je change quoi. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et là tout simplement, hop, il faut absolument la traiter. Moi je dis toujours que l'insatisfaction c'est un petit peu comme un iceberg. On voit souvent que les clients qui se plaignent, qui sont très mécontents et qui ont vraiment été maltraités, qui s'en plaignent sur Twitter, sur Facebook, etc. Mais ça en fait c'est la partie émergée de l'iceberg. Et en plus ces gens-là, vous pouvez les traiter, mais par contre tout le reste en fait, tous les autres personnes qui sont invisibles, qui sont pas vues, qui ne sont jamais plaints, mais qui ne recommanderont plus jamais chez vous, là ça va être complètement différent parce que ces gens-là, vous y sont perdus. Donc le but c'est d'aller identifier non pas les clients comme ça, les quelques pourcentages qui ont osé en fait appeler votre hotline, envoyer un email, nous disant voilà c'était vraiment c'est nul la manière dont j'ai été traité, etc. C'est d'aller au contraire identifier tous ces gens qui ne disent rien, c'est partie immergée de l'iceberg qui est tout simplement de cette majorité silencieuse qui ne dit rien et qui part comme ça sans rien dire.
Donc le but en fait tout simplement c'est donc d'envoyer un questionnaire de satisfaction après l'interaction, mais également un questionnaire, ce qu'on appelle à froid. À froid tout simplement c'est par exemple une fois par an vous allez interroger la satisfaction des clients. Alors pour interroger la satisfaction client vous avez plusieurs indicateurs. Alors bien sûr vous avez le plus simple qui est le CSAT, Customer Satisfaction. Il permet de donner en fait une note souvent de 1 à 5 ou de 1 à 10 selon la finesse que vous attendez sur l'adéquation du produit à leurs attentes. Par exemple, je viens d'acheter un ordinateur, au bout de, soit en fait juste après l'achat, on va dire 2-3 semaines, le temps que j'ai le temps de l'installer, est-ce que vous êtes satisfait ou pas? Et là tout simplement, ça me permet de voir comment ça va, et si ça va pas, d'essayer d'améliorer la situation sur les éléments liés au client, ou alors le parcours client de manière un peu plus globale. Soit en fait, donc c'est une étude qui va être faite beaucoup plus tard, par exemple on va dire 1 an et demi plus tard ou 2 ans plus tard, parce que le client va, c'est le cycle de vente, le client va bientôt changer ou acheter un contrat ou renouveler quelque chose, et bien en fait je lui demande comment ça se passe et j'essaie de corriger le problème. Voilà, donc ça c'est à chaud à froid. C'est la satisfaction du client sur, par rapport au produit qu'il a acheté, et ça c'est vraiment important parce que ça permet de savoir où on en est. La deuxième chose, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup parler, c'est le Net Promoter Score, NPS. Ça a été inventé par Bain et compagnie, par Fred Rachel. C'est tout simplement une question simple qui dit quelle est la probabilité que vous recommandiez notre marque ou notre produit à votre entourage. En fait c'est pas vraiment un indicateur de satisfaction sur le produit, mais c'est plus la mesure du bouche à oreille. Alors bien sûr c'est assez lié, hein, si vous recommandez un produit à d'autres personnes c'est que vous êtes plutôt content. On ne prend pas forcément la réponse aux attentes, mais quelque part c'est vraiment intéressant parce qu'en fait ça permet de savoir si votre produit est vraiment intéressant ou pas, et ça permet en fait de mesurer également les gens qui ne sont pas du tout satisfaits et les gens au contraire qui sont très satisfaits. Avec les gens qui sont très satisfaits, qui notent par exemple 9 ou 10, et ben à ce moment là vous pouvez les interroger, leur dire ok, moi je vois que vous êtes super satisfait de notre produit, est-ce que vous voulez faire un témoignage client, est-ce que vous voulez publier un petit verbatim sur notre site internet, etc., etc. Et au contraire les gens qui sont très mécontents, savoir qu'est-ce qui se passe, parce que de toute façon les ultra détracteurs, c'est-à-dire les gens qui ont mis une note de 1 à 3 grosso modo, c'est des gens qui sont très mécontents et qui vont vous quitter à la première occasion s'ils ne l'ont pas déjà fait. Donc il est essentiel de repérer ces personnes là et se dire ok qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui les a déçus, et d'aller corriger la chose. Moi j'ai déjà fait en fait pour mes formations vidéo. J'avais eu en fait des gens qui étaient très contents et des gens qui étaient très mécontents, et en fait le fait c'était que c'était dense, que c'était pas forcément adapté pour les ultra détracteurs. Ils disaient moi je suis débutant, votre formation est trop compliquée, et donc en fait après j'ai refait un petit peu la formation et j'ai mis après des chapitres spéciaux débutants. Vous ne connaissez rien à la technique, voilà ce qu'on peut faire. C'est vraiment important parce que ça permet de corriger le tir et de savoir ce qui va pas. Alors bien entendu vous avez cette note à chaque fois, la note NPS ou la note CSAT que j'ai dit auparavant. Ce qui est important c'est de mettre une petite question complémentaire où vous mettez en fait vos commentaires. Est-ce que vous pouvez nous dire 2-3 mots, et là en fait les gens généralement ils se lâchent et ils donnent en fait de l'aspect qualitatif, parce que la note en fait NPS ou la note CSAT ça vous donne pas grand chose, ça vous donne juste une idée de des gens qui sont contents pas contents, mais ça vous donne pas en fait une idée de ce qui va pas. Tandis que le commentaire, texte libre qu'ils peuvent écrire, là ça va vraiment vous aider à savoir ce qui va ou ce qui va pas, est-ce que vous avez corrigé ou pas. Voilà. Donc ça c'est deux choses vraiment essentielles à mettre en place. Le troisième indicateur, c'est ce qu'on appelle le CES, le Customer Effort Score. Alors juste avant de passer au CES d'ailleurs, je vais finir juste sur le NPS, le Net Promoter Score. Le Net Promoter Score est vraiment intéressant parce qu'en fait, il vous permet de faire un baromètre. Par exemple, vous allez mesurer le NPS d'un trimestre sur l'autre ou d'une année sur l'autre, sur la même population ou sur une autre population. Par exemple, vous interrogez de manière tournante un tiers de vos clients tous les 6 mois ou tous les trimestres, par exemple. Et donc en fait vous allez voir un petit peu comment évolue votre score de NPS, et comme ça en fait vous allez pouvoir voir les actions que vous avez mises en place, quels sont les impacts. Si vous réduisez le temps d'attente au téléphone, est-ce que c'est un impact concret sur la satisfaction avec le NPS ou pas, par exemple. Voilà. Alors le dernier point donc je me disais c'était le CES, Customer Effort Score. Le but en fait c'est
mesurer l'effort dans le parcours client. En fait, le NPS et le CES vérifient si on est content du produit ou si on en parlera aux autres. Mais le problème, c'est qu'en fait, il faut déjà voir si le client n'a pas eu trop de difficultés dans son parcours d'achat. Est-ce que, par exemple, si on a un magasin, est-ce que le fait d'avoir un parking, que les vendeurs ont été sympas, qu'ils ont dit bonjour, etc., est-ce que ça a eu un impact ou pas? C'est mesurer en fait ces différents points du parcours client. Ça peut être aussi le site internet. Est-ce que vous avez réussi à trouver facilement le produit? Est-ce que vous avez réussi facilement à utiliser le produit? Est-ce que la mise en place s'est bien passée, etc. C'est mesurer en fait les différents éléments du parcours client et savoir ce que l'on peut améliorer. Et donc la question est simple, c'est quel est le niveau d'effort que vous avez dû déployer pour que votre demande soit traitée concernant, par exemple, l'information client ou concernant l'utilisation du produit, concernant le manuel, concernant ceci, cela. Donc en fait cet indicateur il est vraiment pertinent lorsqu'on veut mesurer des points de friction. Par exemple, comme je disais, l'accueil téléphonique, un problème dans le magasin, l'installation du produit, le renouvellement, etc., Bref, on va mesurer comme ça différents points, différentes interactions, et on va savoir ce qui va, ce qui ne va pas. Et encore une fois, on demandera des verbatims pour savoir en fait des petits commentaires des clients pour savoir ce qui sera important de corriger. Le CES en fait, lui, c'est pas le but, c'est pas de donner une expérience extraordinaire, mais c'est déjà de fluidifier le parcours client et répondre aux attentes essentielles et simplifier l'achat, l'utilisation du produit, etc. Alors on peut également faire des enquêtes par SMS, par exemple sur le site eloquent.com, eloquant.com, on peut faire par exemple des enquêtes par SMS, des enquêtes après un chat, des enquêtes sur serveur vocal, etc. Alors attention également, il y a quelques pièges, il faut utiliser un canal d'interaction qui soit en phase avec l'expérience du client. Par exemple, si vous avez encore une fois une boutique physique et que vous avez des clients qui viennent dedans, vous n'allez pas envoyer une étude par email le lendemain. Il faut envoyer une étude par SMS en disant tiens voilà comment ça s'est passé, ou si vous donneriez une note de 1 à 10 sur votre achat en magasin, combien vous lui donneriez. En plus on peut utiliser ce qu'on appelle des SMS interactifs. Le client il peut très bien répondre 1 avec le chiffre 1 ou 1 avec UN, etc. Et hop, ça rentre en compte. On peut poser des questions, c'est pas juste un lien avec une enquête qui est un peu compliqué. Non, on va pouvoir faire des choses assez sympas par SMS. L'autre point, si on fait des études par email, il faut éviter de poser trop de questions. C'est généralement une question maximum pour une interaction simple. Comme je le disais, en boutique, en magasin, on va faire plutôt une question de type CSAT. Est-ce que vous êtes satisfait de ceci, de l'accueil, etc. du produit? Et pour les études email, on va généralement aller jusqu'à, on va dire 25 questions. En fait, on voit bien que jusqu'à, on va dire 20 questions, alors tout compris les options, parce que parfois les gens se disent ouais mais mon questionnaire fait 20 questions, et oui mais dedans il y a une question, c'est comment jugeriez-vous la qualité de l'outline très satisfaisant, pas satisfaisant, le manuel satisfaisant, pas satisfaisant, etc. Donc en fait, vous avez des questions à tiroir, et si par exemple vous avez comment jugeriez-vous le manuel, la doc, l'accueil, le machin, et à chaque fois il y a 5 items, satisfaisant, très satisfaisant, blablabla, et ben en fait c'est 5 questions et pas une seule question, donc on arrive très vite en fait au niveau des 20-25 questions, et donc il faut éviter d'arriver à ce niveau là. Éviter aussi lorsqu'on fait des enquêtes de satisfaction d'avoir des emails qui ne sont pas optimisés. Souvent on se dit bah de toute façon c'est une enquête de satisfaction, les gens vont répondre, sauf qu'en fait si vous ne mettez pas un bon expéditeur, par exemple le service technique, le nom d'une personne, etc. En expéditeur, si c'est marketing, c'est service commercial ou service technique, vous avez parfois des chances que les gens les zappent. Pareil pour l'objet et pareil pour le corps de l'email. C'est comme pour faire un emailing classique, la délivrabilité compte. Si vous avez trop de CSS ou un email qui n'est pas optimisé pour le mobile, responsive, vous risquez d'avoir des problèmes. Demander trop de questions ouvertes également, c'est trop compliqué. On ne peut pas demander au client son avis pour tout, on ne peut pas demander des commentaires pour tout. Il faut réserver ça aux questions qui sont vraiment importantes. Voilà, encore
une fois aussi, il faut vérifier que c'est bien la bonne personne que vous interrogez. Parfois dans les entreprises, en fait, on a uniquement l'email du décideur qui n'utilise pas le produit et donc il vous met des réponses qui sont toutes pourraves. Donc à chaque fois, il faut toujours avoir une question filtre au départ en disant voilà, qui est le décideur de la solution, en disant plutôt êtes-vous l'utilisateur de la solution. Et là en fait vous savez vraiment si c'est oui ou non. Vous n'êtes pas utilisateur, boum, à ce moment-là c'est fini. Si vous êtes utilisateur, vous avez vraiment une réponse aux questions. Voilà. Alors laissez toujours la place au champ autre pour que les gens puissent s'exprimer, surtout si vous avez des questionnaires un petit peu complexes. Voilà. Alors la mesure à froid, j'en ai parlé tout à l'heure, hein, ça permet de détecter les insatisfactions et puis de voir sur le long terme un petit peu comment ça se passe. Hein, voilà. Pour augmenter vos taux de réponse, testez un email en format 100% texte. Comme je disais, la délivrabilité est quand même plus intéressante avec un format texte. Voilà, rien que du texte et puis un lien pour répondre à un questionnaire. Le bon de réduction, le petit cadeau, ça marche aussi. Et l'objectif, en disant voilà, on va faire une amélioration de nos produits, de nos services pour les années à venir. On aimerait bien en fait avoir votre avis, c'est important. On va sortir une version à telle époque et c'est grâce à vos retours qu'on va pouvoir faire ceci, cela. Donc c'est expliquer pourquoi on fait ça. L'autre point en fait, donc comme je le disais, c'est le parcours client. Hein. Le parcours client, c'est voir parcours complet des premiers contacts jusqu'à renouvellement. On va étudier comment ça se passe. Et là, on voit les zones d'ombre, les zones de lumière où on est bien ou pas, hein, tout simplement. Et on va essayer de voir les points clés où ça marche pas. Alors, généralement, on va pas envoyer une enquête email ou une enquête SMS directement parce qu'en fait, généralement, vous savez pas comment ça se passe. Il faut faire d'abord des entretiens qualitatifs, une petite dizaine ou une vingtaine. Hein. Vous appelez des clients et vous leur dites, voilà, comment ça s'est passé avec nos produits, blablabla. Et là vous avez déjà des petites idées. Ensuite vous pourrez confronter ces idées à la réalité en mettant des questionnaires en disant voilà, j'ai fait une dizaine d'entretiens et à chaque fois les gens m'ont dit ah ça c'est compliqué, etc., etc. Et après tout simplement vous allez pouvoir faire votre enquête et mesurer les questions. Alors bien entendu on ne va pas poser des questions à tous les clients. Si vous, comme je disais, à chaque fois on a 20 questions et tout le monde ne fait pas le même parcours client. Hein. Des gens achètent sur internet, d'autres achètent en magasin, d'autres achètent par exemple par téléphone, j'en sais rien. Et donc en fait il faut bien sûr avoir des questionnaires qui soient adaptés à chacune des populations et à chaque fois mesurer le poids. Il y a des outils comme par exemple le Weak Signal Tracker qui permet de détecter justement les signaux faibles et qui permet de savoir ce qui va pas avec des conseils d'analyse. Voilà. La chose également clé, c'est de se dire ok, c'est très bien d'analyser le parcours client, c'est très bien en fait de se dire tiens, je vais mesurer la satisfaction, mais c'est super important de corriger. Parce qu'en fait, il y avait une étude qui datait en fait d'il y a de 2009, hein, ça date un petit peu, ça fait quand même 7 ans, mais c'est quand même intéressant de savoir que en 2009, il y avait à peu près 50% des feedbacks clients qui n'étaient jamais traités. C'est-à-dire que le client disait ouais, je suis pas content, mais on ne faisait rien du tout. Donc c'est vraiment important d'agir et d'agir rapidement. On ne peut plus laisser un client mécontent parce que le client il a tellement de facilité pour passer à la concurrence. J'ai toujours sur le web, les concurrents sont qu'à un clic, qu'il est vraiment essentiel d'aller les satisfaire et d'aller au moins répondre à leur insatisfaction, voir qu'on les a écoutés, etc., etc. Donc voilà, on doit mettre en place un processus de traitement des interactions, pourquoi pas avec un service dédié, hein, on l'a bien vu sur les acteurs de la téléphonie mobile, hein, SFR, Free, Bouygues et compagnie, Orange. Quand vous voulez résilier, vous êtes passé au service résiliation, dont le but en fait n'est pas de résilier, c'est au contraire de vous garder. Donc en fait, à vous de voir aussi également quand il y a des clients qui sont comme ça insatisfaits, comment vous pouvez les garder. On ne doit pas juste les laisser partir, parce que souvent en fait un petit geste commercial, un petit peu de réduction, un petit cadeau suffit à les garder. Voilà. Donc les études, comme je le disais, c'est là pour ça, ça permet d'identifier les insatisfaits et également trouver les clients ambassadeurs. Voilà. Alors en conclusion, ce que je voulais vous dire, c'est que l'expérience client est vraiment un des focus majeurs que vous devez mettre en place dans les entreprises, parce que tout simplement, garder ses clients, ça va être vraiment l'enjeu. La prospection, c'est bien, mais dans des marchés saturés, mondialisés, avec des budgets qui sont beaucoup plus resserrés, il faut déjà essayer de se concentrer sur sa base client et ensuite mettre en place des actions pour avoir plus de nouveaux clients, parce que chaque année, les bases s'érodent, mais si on réduit le taux de churn, le taux d'attrition de sa base client, c'est souvent beaucoup plus rentable. Donc il faut jamais se dire ok, je fais que de la prospection, il faut vraiment les deux en place. Ce que moi je recommande, c'est dans le plan marketing, c'est de vraiment distinguer les deux pans
et de mettre en place des actions qui sont vraiment dédiées et pas tout mettre en même temps et vraiment se dire bah voilà, je mets des actions pour la feed, je mets des actions pour après la prospection et ben, je regarde un petit peu le chiffre d'affaires que ça peut me rapporter de l'un et l'autre et je me dis bah tiens, je vais faire peut-être un peu plus d'efforts sur la feed. Idéalement dans les grandes structures, hein, bah, si on est un peu nombreux, ben, c'est de dédier du temps ou une personne sur la fidélisation parce que ben, c'est vraiment essentiel de le faire de manière sérieuse parce que parfois on a tendance à céder beaucoup à la prospection parce que tout simplement on est une équipe commerciale, on a des commerciaux à nourrir et le patron il sera souvent intéressé par les nouveaux clients, les nouvelles signatures et on s'intéressera assez peu à la fidélisation. Or en fait ben, la fidélisation c'est souvent ce qui est beaucoup plus facile et beaucoup plus rentable pour générer du business. Voilà, donc à vous de jouer maintenant. Si vous voulez en savoir plus, bah, vous pouvez télécharger un livre blanc bah, qui a été écrit par Eloquent il n'y a pas très longtemps, qui est intéressant, qui s'appelle Relations clients 2020, 5 défis à relever. Êtes-vous prêt hein? Vous allez sur le blog eloquent.com et là vous aurez toutes les informations pour améliorer la satisfaction client. Voilà, à vous de jouer.